Euh, Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Merci à nos trois intervenantes, Laetitia Vito, Violaine Trajan et Pascal Hague, pour ce premier webinaire de notre série sur la petite enfance à l'heure du Covid. Comment construire l'avenir de nos enfants à l'heure du Covid. Je suis Mathias Dufour, je suis président de Hashtag le plus important, extrêmement heureux aujourd'hui de lancer, puisque c'est le premier webinaire de notre série. Le plus important, c'est un think tank Action Lab indépendant et innovant qui se mobilise pour redonner du pouvoir d'agir à chacun et promouvoir une société plus inclusive. Nous favorisons le développement des capacités et des compétences des classes moyennes et des plus fragilisées pour relever les défis sociaux, notamment de l'économie numérique. Et qui dit développement de capacité dit forcément petite enfance, puisque c'est la période la plus critique dans notre vie. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité lancer cette série de webinaires avec plusieurs objectifs qui sont les nôtres. Avoir une démarche préventive vis-à-vis de l'échec scolaire qui peut entraîner un manque de qualification. En capacité, les parents, si ce n'est pas un mot trop barbare, les aider dans leur rôle parental éducatif. Et puis aussi augmenter le niveau de qualification des personnels en charge de la petite enfance, puisqu'on parle de plusieurs centaines de milliers de personnes, afin de favoriser le développement cognitif et émotionnel des enfants. Je vais laisser la parole à Marlène Martin, qui dirige notre pôle petite enfance, et puis à Maïmouna Toumar, qui dirige Gribouillis, avec lequel nous organisons ce webinaire, et je suis très heureux de saluer ce partenariat. Voilà. Merci Mathias, merci à toutes et tous d'être présents avec nous. Merci en premier lieu évidemment à nos intervenantes qui ont accepté de participer et de nous faire partager leurs expériences et leur expertise concernant cette question de télétravail et garde des enfants qui a concerné un très très grand nombre de parents. Et merci à Maï de nous rejoindre pour ce partenariat de hashtag le plus important et Gribouillis. Peut-être Maï, tu peux présenter un petit peu Gribouillis en 1 minute. Bonjour à tous et merci vraiment pour cette invitation à co-animer ce webinaire et à toutes nos intervenantes, puisque ça va être, je pense, un échange extrêmement riche. Donc, Gribouillis, c'est vraiment la première communauté de garde d'enfants à domicile aujourd'hui en Île-de-France. Ce sont vraiment que des femmes dans notre communauté qui se mobilisent pour accompagner les familles, aussi bien les tout-petits à bien grandir que les parents. Et donc, elles proposent finalement leurs bonnes pratiques terrain pour faire innover le cadre de cette profession et mieux accompagner et aussi outiller les institutions. Donc, pour nous, c'est forcément un sujet qui nous touche. Et je vais commencer le webinaire justement avec peut-être ces propos-là. C'est que finalement, on démarre cette série avec le plus important dans un contexte qui est très particulier. C'est celui du Covid et du confinement dans un premier temps et du déconfinement aujourd'hui, qui a beaucoup bouleversé le quotidien des parents. Forcément, des questions se sont posées. Comment concilier finalement les activités professionnelles avec la garde des enfants? Et c'est une situation qui persiste puisque nous le savons, la plupart des lieux d'accueil des enfants, alors des tout petits et des plus grands, ne peuvent pas accueillir l'ensemble finalement de leurs bénéficiaires. Et donc, ce sont finalement énormément de contraintes sur les parents, beaucoup de nouveautés qui ont fait qu'en fonction de leur activité, qu'ils soient travailleurs indépendants, qu'ils soient parents isolés, etc., ils ont dû s'adapter. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'employeurs se projettent jusqu'à 2021 pour maintenir le télétravail. Donc, ça n'est pas une situation qui était juste provisoire pendant le confinement et qui durait que 2 mois. C'est une situation qui va perdurer et pour laquelle il est essentiel de trouver des solutions. Et donc, notre envie, c'est vraiment de pouvoir réfléchir avec vous. Et donc, je vais passer la main à Marlène. Oui, merci Maï pour cette mise en contexte. C'est vrai que quand on a commencé à réfléchir aux thématiques pour la série de webinaires, c'est vraiment cette idée-là qui est ressortie en premier de comment concilier cette question du télétravail et de la garde des enfants qui avait été une nouveauté. Et quand on a commencé à chercher qui on pourrait interroger, comment on pourrait organiser les choses, on aurait pu être découragé parce que c'était télétravail et garde d'enfants, mission impossible, dans l'enfer, non pas de la guerre du Vietnam, mais des parents qui télétravaillent avec des petits-enfants. C'était vraiment, ça aurait pu
voilà, ça aurait pu nous effrayer, mais on a dit, bon, c'est un sujet difficile et compliqué, on va quand même se lancer, on va essayer de trouver des solutions. Beaucoup de gens l'ont expérimenté, d'autres personnes ont vraiment une habitude de ça et savent faire le lien entre les entreprises, les élus, les besoins des enfants du côté psychologique. Et c'est pour ça qu'on a conçu ce premier webinaire. Voilà, et donc on va maintenant vous présenter nos intervenantes qui vont apporter à la fois leur regard, leur éclairage et peut-être quelques anecdotes personnelles sur cette période. Alors, c'est un plaisir d'accueillir Laetitia Vito, qui est rédactrice en chef de Welcome to the Jungle, donc, qui est à la fois une agence de recrutement, mais aussi un média qui s'adresse aux entreprises. Et elle est aussi auteure du livre 100 idées innovantes pour recruter des talents et les faire grandir. Merci Maïmonatou. Et d'ailleurs, on a invité Maïmonatou dans le nouveau média qu'on a créé avec mon mari qui s'appelle Nouveau Départ, parce qu'on avait eu l'intuition au début de cette crise du Covid que voilà, le sujet de la garde d'enfants, tant du côté des professionnels que des familles, était un sujet absolument crucial. Donc Maï, merci. Et c'est amusant que du coup, on se renvoie la balle avec le même point de départ et la même intuition. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être avec vous tous. Je partage votre conviction qu'il s'agit là d'un sujet absolument essentiel. Le quotidien de nous tous a été complètement bouleversé. Pour beaucoup de gens, alors à titre personnel, moi j'ai des enfants qui ont 8 ans et 11 ans. Et du coup, on a vécu le confinement d'une manière extraordinairement positive, parce qu'on a ces enfants qui ont juste cet âge de commencer à être pleinement dans l'autonomie et où donc ils nous ont aidés plus qu'ils ont été enfin, une charge supplémentaire, on va dire. Et puis surtout qu'on est entre deux systèmes scolaires et que donc on ne s'est pas laissé imposer des contraintes en termes d'école à distance. Et donc, c'était plutôt, on l'a vécu comme un grand moment de liberté, d'émancipation, etc. Et puis, mais avec la conviction qu'en fait, en tant que famille, on est un foyer et on est une entreprise. Et donc, tout est géré comme une entreprise à l'intérieur de notre foyer. Donc, voilà, qui fait à manger, qui fait la vaisselle, qui fait le ménage, voilà, tout ce qu'on a réinternalisé dans le foyer, bah, c'est un sujet familial. On a pu le faire de cette manière-là parce qu'on est tous les deux des entrepreneurs et que donc le foyer est notre lieu de production et notre lieu de travail. Oui. Je pense qu'on va pouvoir vraiment rentrer dans toute cette expérience en détail. Ça nous a donné très, très envie, là. Et du coup, peut-être qu'on va présenter les intervenantes et rentrer vraiment effectivement sur cet aspect peut-être très personnel, finalement, comment vous l'avez vécu ce confinement et pouvoir ensuite voir quelles sont toutes les clés qu'on va pouvoir partager. Je crois que Marlène, tu souhaitais présenter. Alors, je voulais présenter Pascal Hague, alors qui est comme Mathias un peu en mute, mais Pascal, je ne sais pas si tu nous entends. J'entends très bien, je peux Enfin, là, je ne sais pas si vous m'entendez, mais par contre, je suis figée à l'écran, je ne sais pas pourquoi. Je peux peut-être essayer de quitter le… Alors, je te laisse peut-être dire quelques mots. Alors, Pascal Hague qui nous rejoint, qui est psychologue, qui est maîtresse de conférence à l'EHESS, qui connaît bien le sujet du télétravail et de la gestion des petits-enfants en même temps. Voilà, Pascal, je te laisse dire 2 mots et puis peut-être tu te reconnectes ensuite pour nous rejoindre à l'écran visuellement. Tout à fait. En 2 mots aussi, moi aussi je suis maman d'un grand garçon de 11 ans, donc l'expérience de la toute petite enfance n'est pas le cas pendant le confinement, mais j'ai eu des périodes de travail très 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 intenses quand mon fils avait entre 10 mois et 5 ans, puisque c'est le moment où j'ai repris un cursus d'études, j'ai repris un cursus en parallèle de mon travail de psychologie qui m'a amené jusqu'à un doctorat quand il avait 10 ans. 9 ans. Donc, on a eu cette expérience-là d'un travail, d'une vie intense avec un tout petit garçon. Et on a eu finalement la même expérience que Laetitia pendant le confinement. C'est qu'avec un grand garçon, c'est plutôt une aide qu'un poids. Voilà, donc je quitte te reconnecter 15 secondes et je reviens tout de suite. Merci. En attendant, je vais du coup présenter Violaine Trajan, maire adjointe dans le 18e arrondissement de Paris, chargée de la petite enfance et de la famille, entre autres.
Et Violaine Trajan est aussi responsable performance du service public et label d'État à l'AFNOR. Elle travaille notamment sur les labels égalité homme-femme qui touchent encore une fois à cette question aussi de la conciliation des temps de vie. Donc Violaine, est-ce que vous voulez partager avec nous peut-être une petite expérience sur cette situation que nous vivons? Oui, alors personnellement, le confinement, moi aussi, j'ai des enfants qui sont un peu plus grands, donc c'était, je rejoins les deux témoignages, une aide et effectivement un appui même, puisqu'on a mis en place une organisation pour que le travail se passe le mieux possible et aussi le côté tâches de la journée, notamment les repas qui revenaient très souvent pour partager l'effort. Et ensuite, c'était également des moments d'échange avec les enfants et entre nous. On a joué, on a effectivement retrouvé les jeux de société qui sont des outils et des ressources très intéressantes et très sympathiques pour les familles. Et puis, on a aussi regardé des très bons films pour, du coup, ce qui a participé à agrandir notre culture cinématographique. Voilà, donc c'était plutôt intéressant. Côté mairie, en revanche, on a aussi, c'était l'occasion de mettre en place une nouvelle organisation également, puisque pendant le confinement, on ne pouvait pas sortir. Donc, c'était comment agir de chez soi avec les outils d'aujourd'hui numériques. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait énormément travailler comme ça, en communiquant. On a, je sais, avec Gribouillis, d'ailleurs, qui est un partenaire précieux pour nous, mais aussi Enfants Présents, développé, alors c'est plutôt eux, ils ont développé des kits, notamment préventifs pour avoir les gestes pratiques et les bons gestes à mettre en place pour s'organiser quand on est à la maison avec ses enfants ou qu'on même fait intervenir un professionnel. Et Enfants Présents qui a développé une plateforme de soutien parental animée par des professionnels, pédiatres, éducateurs, éducatrices, pour justement répondre aux parents qui avaient des trop-pleins, envies de partager, de s'épancher et aussi un peu pleurer, donc, et de trouver une écoute rassurante qui permettait de faire dépasser effectivement le confinement, parce qu'avec des tout petits, le télétravail et avec des tout petits, je témoigne, je me souviens quand mes enfants étaient petits, c'est pas possible. Donc, je sais que des parents qui devaient rendre des travaux à leur entreprise se remettaient au travail quand les enfants dormaient, donc travailler jusqu'à minuit, et c'est éprouvant pour eux aussi, puisqu'il y a la fatigue qui s'ajoute à tout cela. Je pense qu'on est dans un contexte où il y a eu beaucoup d'inventivité, de créativité, tant de la part des entreprises, des parents, des pouvoirs publics, de l'aide aussi de voisinage. Il y aura beaucoup de leçons à tirer de cette expérience et de cette période. Justement, du côté des entreprises, Laetitia, comment est-ce que les choses ont pu s'organiser? Quels sont les conseils justement que dans votre ouvrage vous donnez aux entreprises pour s'engager dans cette meilleure conciliation des temps effectivement parentaux, professionnels? Oui, il y a encore beaucoup de chemin à faire du côté des entreprises, même si la pandémie a été une baisse de prise de compte du fait que la sphère domestique était une sphère de production. Bien sûr, maintenant, c'est amplifié de manière très forte avec le nombre de gens qui travaillent à domicile, qui font du télétravail à domicile. Mais de manière générale, ça l'était déjà, parce qu'on travaille, quand on est cadre, souvent une partie de son temps en fait, à domicile, en dehors du bureau, en dehors des lieux qu'on a pensés. Et donc, en fait, ce mélange des genres entre la vie du foyer, la parentalité et puis le fait d'être cadre, d'être comptable, d'être que sais-je, et de travailler à distance, en fait, il est permanent, il est déjà réel, il l'était déjà avant la pandémie. Donc là, c'est comme si on avait braqué les projecteurs sur une réalité qui existait déjà, et ça a rendu hyper visible des choses dont on ne parle pas tant que ça, qui est que c'est compliqué de conjuguer tout ça. C'est plus compliqué pour une femme que pour un homme. Et là, on a vu le désastre qu'était le confinement pour le féminisme. Et comme les avancées qui avaient été faites dans les décennies précédentes, on peut avoir un retour en arrière complet. Et parce qu'en fait, on avait réussi
à s'imposer au travail. Et puis, il y a toute une génération de femmes qui ont réussi à même faire des carrières incroyables, mais parce qu'elles avaient externalisé une partie du travail domestique à d'autres femmes à l'extérieur du foyer ou dans le foyer. En l'occurrence, quand on a une nounou qui vient chez soi, c'est dans le foyer, mais c'est quand même une externalisation en dehors de la sphère familiale. L'école, c'est une externalisation. Les restaurants, c'est une externalisation, en fait. Simplement, on a des repas qui sont faits à l'extérieur. Et là, du coup, tout d'un coup, tout est réinternalisé. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est de manière majoritaire sur les épaules des femmes que ça pèse. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors, par exemple, dans le contexte américain, on a inventé un mot à propos de cette crise de 2020. On a inventé le mot she-cession. C'est un mot valise à partir de she, donc elle, et recession. C'est une récession qui pèse beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes, à la fois parce qu'il y a beaucoup d'emplois qui ont été affectés, qui ont été perdus, notamment dans le contexte américain, qui sont des emplois dans des secteurs majoritairement féminins, donc la restauration, l'hôtellerie, la garde d'enfants, surtout quand tout s'est arrêté, il y a beaucoup de structures qui ont fermé et qui le sont encore dans beaucoup de pays. De l'autre côté, celles qui continuent à travailler à domicile, eh ben, elles se retrouvent avec la réinternalisation des tâches qui avaient été faites à l'extérieur par des femmes. Donc, leurs carrières sont ralenties, problème de parfois temps partiel imposé ou impossibilité de travailler, obligé de se mettre en chômage partiel ou de s'arrêter de travailler, ou bien des vies intenables avec effectivement travail la nuit et puis des rythmes de vie qui sont pas tenables. Donc, mon espoir, c'est que, et c'est ça dont je parle beaucoup dans le livre, c'est que c'est aussi une opportunité pour les entreprises d'intégrer cette sphère domestique dans leur réflexion sur le management, que le management devient un peu plus du ménagement, avec l'intégration du ménage dans le management. D'ailleurs, étymologiquement, il y a cette origine-là, hein, dans le mot management, ça vient du français ménage, donc il faut retrouver ce sens-là d'origine. Que les entreprises ont un rôle à jouer dans le sujet justement de cet équilibre à trouver et que si elles sont sincères dans leur volonté d'être plus inclusives, il faut absolument avoir une politique plus active en matière de garde d'enfants, en matière de promotion de la paternité et du congé paternité, toutes les réflexions à avoir sur la flexibilité et la manière de conjuguer tous ces éléments de la vie. Donc, on va y revenir des choses assez concrètes qui peuvent être faites de la part des entreprises et voilà, c'est aussi une opportunité. Oui, absolument. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur le chat. On l'a sur le côté, on en reçoit déjà beaucoup. On pourra détailler tout ça dans la deuxième partie de l'entretien où il y aura des échanges plus directs. Merci pour tous ces mots, Laetitia, qu'on aura bien notés. On va essayer de lutter contre ça, absolument. Ça, c'est vrai que c'est pour le côté les entreprises et comment elles doivent s'impliquer davantage. Qu'est-ce qu'il en est, Pascal, du côté des petits-enfants, du côté des besoins des enfants, du côté de l'organisation concrète des parents à la maison par rapport à cette conciliation impossible, en tous les cas difficile, sachant qu'effectivement, travailler à temps plein et s'occuper à temps plein des enfants, c'est pas possible et le télétravail n'est pas un mode de garde des enfants. Il était quand même nécessaire de le rappeler. Le micro est coupé, Pascal. Remettons. Oui, je disais merci de l'avoir rappelé. Si tu ne l'avais pas fait, je l'aurais fait. Merci à Laetitia aussi de toutes ces pistes. Et finalement, je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse voir les choses de manière complémentaire parce que ça dépend beaucoup des entreprises et des pouvoirs publics de savoir si on va réussir lors d'une prochaine expérience, si on est malheureusement confronté à ce genre d'expérience, si on va réussir à faire face de manière plus satisfaisante pour les femmes. Moi, j'avais envie d'évoquer les besoins des femmes, des familles et ceux des enfants aussi. Et finalement, il y a une approche que j'aime beaucoup qui est pour un fonctionnement optimal de respecter 3 types de besoins, aussi bien pour les parents que pour les enfants, qui est le besoin du sentiment d'appartenance. Donc, c'est que l'enfant ou le parent puisse se sentir à sa place aussi bien dans l'entreprise que dans la famille. Le sentiment de compétence. Et quand on est en télétravail, qu'on essaie en même temps d'être un parent compétent, c'est vraiment très, très difficile. Donc, ça nécessite aussi de pouvoir être bienveillant par rapport à soi-même. Se dire que puisque le télétravail n'est pas un mode de garde,
on accepte d'être bienveillant avec soi-même et de ne pas culpabiliser si on n'est pas toujours au top dans tous les domaines. Et puis, le troisième besoin, c'est le sentiment d'autonomie. Et lorsqu'on est coincé entre les exigences du télétravail et les contraintes de la parentalité, ce besoin d'autonomie, il est complètement nié et on est obligé de le mettre de côté. Donc, c'est vraiment d'essayer de se garder quand même un petit peu des temps pour au moins pouvoir prendre un peu de recul. Alors, d'un point de vue pratico-pratique, on peut imaginer, dans la mesure du possible, dans les lieux où on travaille, d'essayer d'identifier des lieux où ça soit plus le bureau et ceux où on est plus en famille, qu'on ne soit pas forcément obligé de travailler sur la table du salon. Mais évidemment, ce n'est pas toujours pratique parce que les appartements ne sont pas forcément prévus pour ça. Hormis chez des personnes comme les cadres ou les entrepreneurs qui travaillent déjà beaucoup chez eux. Donc moi, je suis chercheur par ailleurs et donc le télétravail, c'est quelque chose qui fait partie vraiment de mon quotidien en temps normal et ça n'a pas changé beaucoup de choses, mais pour d'autres personnes, ça a changé énormément et ça a peut-être supposé de réaménager des espaces, de faire preuve là aussi, comme l'a dit Marlène tout à l'heure, de beaucoup d'inventivité et ça serait intéressant d'avoir les témoignages des participants. Pour les tout petits, puisque c'est quand même le sujet, c'est vraiment important de se dire que c'est pas possible de leur demander d'être tranquilles, autonomes, à jouer avec leur petite voiture ou leur Lego. Ils ont vraiment besoin d'interaction et parfois de lancer une activité, ça leur permet après de travailler. Mais j'aimerais faire une petite référence toute courte à la théorie de l'attachement. Certains d'entre vous connaissent peut-être cette chercheure qui s'appelle Nicole Guédonné. Et dans ses conférences, elle explique à quel point les enfants sont câblés pour être hyper vigilants. Donc, quand ils sont tranquilles, ça peut être parce qu'ils sentent que nous, on est posés, on est actifs, on est avec eux. Mais finalement, dès qu'on va, nous, se lancer dans une activité, par exemple, on va se dire « Ah, ça y est, là, il est tranquille, je vais pouvoir enfin passer le coup de fil urgent dont j'ai besoin », crac, l'enfant va d'un coup sa propre vigilance va s'activer. Et si maman bouge, c'est certainement qu'il y a un danger quelque part. Là, c'est nos réflexes très archaïques. Donc, si maman bouge, c'est qu'il y a un danger, donc je vais la suivre. Et là, on se dit « Mince, juste au moment où je pensais être tranquille, crac, c'est fini ». Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir se dire que ce n'est pas l'enfant qui nous casse les pieds, c'est ses réflexes qui montrent qu'il est en bonne santé physique et mentale, qui l'amènent à réagir à tout ça. Donc, même avec des tout petits, même si on a l'impression qu'ils ne comprennent pas, de pouvoir vraiment prendre le temps de leur expliquer, de dire voilà, là, j'ai besoin de ce temps-là, prévoir éventuellement des petits outils qui peuvent être un sablier, qui peuvent être un jeu en disant voilà, quand tu auras fini de transvaser l'eau de la coupelle dans l'autre coupelle, eh ben, je serai de nouveau disponible. Ne pas hésiter à leur parler aussi de nos propres craintes, de nos préoccupations, parce je pense qu'il n'y a rien de pire pour un enfant que de s'imaginer que c'est peut-être parce que lui est défaillant, parce que lui pose un problème, et savoir que chez le petit enfant, il n'y a pas de caprice, il n'y a pas de manipulation, il n'y a que des émotions qui peuvent être mal comprises. Voilà, donc après, bon, plein d'autres choses pratiques qui peuvent être mises en place avec les tout petits. Ne pas hésiter à le mettre dans un porte-bébé sur le dos ou sur le ventre, de se balader en poussette, bon, même à l'intérieur, hein, parce que l'enfant, s'il est pris en charge, s'il est intégré dans le quotidien des parents, sera beaucoup plus disponible et beaucoup plus facile à intégrer dans cette vie. Et puis éventuellement, j'ai entendu aussi évidemment que pour certains parents, il y a eu des temps de partage. Tous les parents, tous les papas n'ont pas été aussi présents que les mamans. Mais il y a quand même eu plein de familles où il a été possible de partager les temps de disponibilité et essayer d'avoir une sorte de liste, soit en tête, soit sur le papier, de tâches très courtes qu'on peut faire quand l'enfant est parti, je ne sais pas moi, aux toilettes ou pendant 2 minutes, il joue avec son frère ou sa sœur ou il joue avec son papa ou sa maman. Et laisser les tâches plus importantes pour des moments de sommeil, mais en continuant à bien prendre soin de soi, bien sûr. C'est l'essentiel. C'est comme dans les avions, c'est mettre notre masque à oxygène en premier pour pouvoir prendre vraiment soin des autres. Un grand merci pour ce rappel, Pascal, qui est plein de bon sens et en même temps qui nous nourrit. Peut-être que Violaine Trajon peut aussi vous apporter certains éléments sur la petite enfance et surtout les collectivités, comment elles se sont organisées pour accompagner les familles et qu'est-ce qu'elles ont pu observer. Oui, alors déjà, les crèches sont restées ouvertes pendant le confinement. Nous les appelions les crèches relais.
À Paris, il y en avait, je n'ai pas le nom, mais dans le 18e, nous en avions 3. Et donc, tous les jours, ces crèches accueillaient des enfants, des soignants, mais aussi des enfants des commerçants et des enfants qui étaient repérés par les PMI en situation difficile parce qu'un logement très petit, parce que des parents débordés ou qui avaient besoin en fait de confier l'enfant à la crèche. Donc, nous avions effectivement des critères très serrés pour respecter le protocole sanitaire qui était lui aussi très exigeant et donc qui limitait le nombre de places puisque les crèches étaient organisées en sections étanches de petits groupes de 6 à 10 avec des professionnels 2 par groupe et ces sections et ces personnes ne s'échangeaient pas, ne se rencontraient pas. Donc avec ces critères-là, on a quand même bien fonctionné et à la fin du confinement, on a aussi ouvert un jardin d'enfants à la demande de la PMI justement qui signalait que des familles étaient débordées et dont les enfants avaient vraiment besoin de moments en collectivité. Donc ça, c'était pendant le confinement. Et ensuite, on a dématérialisé le plus possible de démarches, en informant les familles via Internet, sur notre site Internet, de toutes les structures qui étaient ouvertes, puisque les PMI étaient également ouvertes pendant le confinement pour rassurer et répondre aux parents, aux futurs parents, mais aussi suivre les petits bébés qui venaient de naître. Ça, c'est important. Puisqu'effectivement, un bébé qui ne sort pas, qui a des habitudes qui changent, ça a des effets sur le développement. Donc, essayer d'être au plus près des parents. Donc, il y a eu la plateforme dont j'ai parlé tout à l'heure, très précieuse d'enfants présents, et également le guide de Gribouillis qui était destiné aux auxiliaires parentales, avec une liste de gestes de bonnes pratiques, de choses à penser pour organiser l'accueil, puisque de nombreuses professionnelles ont aussi continué de travailler au domicile des familles. Certaines sont même parties avec les familles qui ont quitté la ville pour être en confinement dans une résidence secondaire ou chez des amis à la campagne. Donc tout ça, on a essayé d'être vraiment au point pour répondre aux familles, prendre en compte la préoccupation du développement des enfants. Et aujourd'hui, les crèches rouvrent, puisqu'on rouvert même depuis le 11 mai. Donc, le protocole d'accueil qui avait servi pour les crèches relais a été dupliqué dans les crèches municipales et même les crèches partenaires associatives privées pour élargir et donc pour que les familles retournent en établissement. Et il y a aussi les lieux d'accueil parents-enfants qui rouvrent. Je pense par exemple à l'Arbre Bleu, à la Goutte d'Or ou la Villa Vauvenard, la Fox, qui a son espace d'accueil qui de jour qui rouvre, les PMI également, pour effectivement répondre à toutes les questions qui ont pu émerger pendant le confinement. Et pour la suite, effectivement, puisque télétravail, mode d'accueil, c'était une question dont on avait déjà conscience dans notre réflexion de petite enfance, puisque ce n'est pas parce qu'on travaille à la maison qu'on peut garder les enfants. Ça, c'est une idée, un biais contre lequel il faut lutter. Moi, je l'ai souvent entendu. S'ils sont au travail chez eux, ils peuvent garder les enfants. Mais non, on ne peut pas garder les enfants, ce n'est pas possible. Donc, essayer de donner au maximum l'information de tous les modes d'accueil, puisque là, j'ai beaucoup parlé des modes d'accueil collectifs, mais les modes d'accueil individuels sont des modes d'accueil à valoriser, puisque ce sont des professionnels formés qui sont suivis comme par l'association Gribouillis. Et donc, en fait, c'est d'envisager, par exemple, déjà de faire savoir qu'elles sont formées, compétentes, de lutter effectivement contre plein d'idées reçues sur les modes d'accueil individuels. Alors, c'est aussi bien les auxiliaires parentales que assistantes maternelles, pour que les familles demandent effectivement, choisissent et ne subissent pas ces modes d'accueil. Et là, pour lier avec le début, les entreprises peuvent nous aider, puisqu'aujourd'hui, effectivement, dans les plans d'égalité, qualité de vie au travail, il y a des entreprises qui vont réserver des places en crèche. L'idéal, c'est qu'elles puissent aussi participer aux frais d'une auxiliaire parentale
ou assistante maternelle. Donc là, c'est c'est sans doute quelque chose à développer, à porter pour que les entreprises en interne soutiennent les familles qui choisissent un autre mode d'accueil, pas uniquement la crèche, mais les modes d'accueil individuels. Et je pense, pour revenir à la plateforme, qui est un lieu ressource, cette plateforme qui a beaucoup soutenu les parents, à terme, elle peut aussi soutenir les professionnels qui sont au domicile, qui ont des questionnements pendant le mode d'accueil et qui souhaitent avoir une personne ressource, un peu comme fait Gribouillis, de pouvoir donner des conseils en temps réel aux familles, en tout cas aux professionnels qui sont chez les familles, pour répondre, pour en fait qu'il y ait une fluidité entre tous les modes d'accueil, puisque c'est la complémentarité et la diversité des modes d'accueil qui font que la petite enfance est aussi riche et aussi dynamique et force de proposition tout le temps, en fait. Merci beaucoup, Violaine, pour ces premiers éléments. Nous avons une question du coup d'un spectateur qui vous demande, je pense, à vous trois, peut-être à chacune un conseil très concret finalement pour aider les parents à concilier l'éducation des très jeunes et le télétravail, vraiment dans le quotidien. Laetitia, peut-être Oui, d'accord, je vais commencer peut-être. Alors, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Pascal, donc je ne répéterai pas ce qu'a dit Pascal sur les conseils très concrets qui ont été donnés. Je la laisserai faire. Moi, je prendrais un autre conseil qui est de ne pas y réfléchir seul. Ne pas réfléchir à ce sujet du télétravail seul. On a tendance… beaucoup de mères ont tendance évidemment, ce n'est pas que leur faute, hein, ce n'est pas ce que je dis, mais à y réfléchir comme si c'était uniquement de leur responsabilité. Donc, c'est de effectivement toujours réfléchir en communauté. Donc, ça peut être la communauté, c'est-à-dire en couple, en famille, c'est plus élargi, avec les personnes avec qui on travaille, avec, si on a une auxiliaire parentale, évidemment, l'intégrer dans cette réflexion. Et du coup, organiser le télétravail qu'on pense être un sujet individuel de manière collective. Et comme ça peut amener à une meilleure organisation, un partage des tâches, etc. Donc, intégrer en fait à la fois le travail avec son entreprise et le travail avec son foyer et coordonner les deux en se disant on n'est pas seul. On peut pas s'en sortir tout seul. Donc, chercher de l'aide très vite. Oui, à la fois on n'est pas seul et à la fois on ne peut pas se dédoubler et être plusieurs personnes. Il y a vraiment une unité de la personne et c'est se respecter aussi et s'aider de faire ça. Pascal, est-ce que vous avez aussi un conseil, un autre conseil à donner? Voilà, j'ai donné pas mal de pistes déjà tout à l'heure, de pistes concrètes, mais on est à une période aussi où ça nous a amené à être obligés de réfléchir, repenser notre rapport aux écrans. On a un peu cette idée de pas d'écran avant 3 ans. Ne serait-ce que pendant le confinement, pour garder le contact avec les familles, on a été obligés d'être devant les écrans pour être en visioconférence ou d'autres activités. Et donc, ça peut amener à réfléchir au type d'usage des écrans, même avec les tout-petits. On peut distinguer les usages passifs qui sont de rester devant un film. Et effectivement, ça, c'est à proscrire autant que possible. Mais en même temps, si on accompagne un enfant en regardant un film avec lui, par exemple en s'arrêtant sur des choses de vocabulaire, des choses comme ça, l'usage n'est pas passif. Et encore plus en renforçant des usages qui ne sont pas du tout passifs, comme éventuellement des applications de type Montessori. Moi, je me souviens que quand mon fils était tout petit, il y avait des applications tactiles où ils apprenaient à compter ou bien ils apprenaient à suivre les lettres sur l'écran. Ce n'est pas du tout à confondre avec un usage justement où on plante l'enfant devant un écran pour regarder quelque chose. Et ça, on peut imaginer apprendre à l'enfant, par exemple, à faire un temps de visioconférence avec son grand-père, sa grand-mère, sa cousine ou que sais-je, des jeux avec les enfants où on ne confond pas ce temps d'écran avec le temps d'écran passif dont je suis complètement d'accord avec Serge Tisseron et tous les autres qui ne sont pas du tout recommandables. Et donc, ce n'est pas non plus une alternative à un mode de garde, mais ça peut permettre d'avoir des petits moments de bulle d'oxygène où on sait que l'enfant est en interaction avec quelqu'un d'autre et où on peut soi-même peut-être prendre le temps de faire un mail. C'est toujours des tâches qui sont très courtes. On ne va pas avoir de solution miracle, mais voilà, une autre petite piste concrète pour essayer de repenser. Et comme le disait Laetitia, de repenser collectivement. Je pense que 2 enfants… à partir du moment où ils ont l'usage de la parole, 2 enfants, des cousins, cousines, des copains d'école peuvent passer un moment à échanger en ligne et laisser ce temps-là disponible pour les parents éventuellement.
Merci beaucoup. Là, peut-être vous pouvez nous proposer aussi quelque chose de votre expérience avec des petits-enfants à la maison, même si effectivement c'est compliqué à concilier. Il y a peut-être des petites astuces ou des petites choses qu'on peut faire ponctuellement. On a un petit problème de son peut-être avec… Laetitia, c'est ça? La question était pour moi? Pardon, J'ai- Non, pardon, j'ai dit… Violaine. Je Violaine, regarde hein. Violaine, excusez-moi. Ah, j'ai désolée. entendu Flore. C'est pour ça. Ah, pardon. Non, alors oui, effectivement, les petits conseils. Alors, en tant qu'institution, on fait beaucoup pour mettre en avant en fait tous les acteurs qui vont développer des actions parentalité, soutien aux parents. Et donc, on a beaucoup de ressources. Alors, comme ça, les petits conseils, je pense notamment à l'association 1001 mots qui met en place plein de petites techniques autour du langage pour effectivement donner des conseils aux parents de comment sortir soit un conflit, soit effectivement l'enfant est toujours devant les écrans. Et donc, le livre est un bien précieux et effectivement, aujourd'hui, les bibliothèques commencent à rouvrir, les librairies également. Donc, ce sont, comme conseil, effectivement, le livre, les enfants adorent lire et entendre des histoires. Et c'est vrai que dans les crèches, elles construisent beaucoup leurs projets ou même les gardes à domicile, des projets autour de la lecture, du conte, des chansons. Donc, effectivement, moi, je conseillerais d'écouter de la musique. Hein. D'ailleurs, le 18e a produit un disque, un CD, La Voix des crèches, qui a été… c'est 52 comptines qui sont des tubes chez les tout-petits et qui sont enregistrés par des professionnels, des parents et même des enfants. On entend des voix d'enfants. Et les parents me font tout le temps des retours que ce disque, il a un succès incroyable chez les tout-petits qui, une fois quand ils l'écoutent, ils ont tout le temps envie de l'écouter toujours parce qu'ils ont l'impression d'être dans leur lieu de collectivité, soit à la crèche, soit en relais d'assistante maternelle ou en RAP, en relais d'assistant parental. Donc ça, c'est un conseil. Les squares aussi ont rouvert également et c'est l'occasion de retrouver aussi le plaisir d'être au contact de la nature. Alors ça, c'est effectivement des activités en dehors du télétravail, hein, et effectivement, peut-être fréquenter aussi les lieux d'accueil parents-enfants qui rouvrent. Ça aussi, c'est des professionnels qui peuvent donner plein de conseils utiles aux parents pour dépasser notamment le sujet des écrans. On a fait des conférences avec Serge Tisseron à la mairie du 18e et les tout-petits. Et il a sa règle de 3, 6, 9, 12 ans qui est assez précieuse et notamment des conseils pour qu'il y ait une interaction. Par exemple, pour les tout-petits, c'est on choisit ce qu'on va regarder et ensuite on échange ce qui a été vu pour avoir un petit débat, même à 2 ans, même à 1 an, avec l'enfant pour qu'il y ait effectivement une prise de conscience que c'est un écran, c'est pas que passif. Et pour terminer, moi, je vous invite aussi peut-être à vous inscrire aux newsletters des mairies qui vont diffuser on a une newsletter petite enfance, des informations effectivement pour donner des idées aux parents qui veulent même des idées de recettes, des idées de jeux, des idées de discussion, enfin de rencontres aussi. Ça peut faire dépasser en fait les interrogations qu'on peut se poser quand on est resté enfermé et même s'il y a eu des bonnes choses, mais de maintenant s'obliger un peu à sortir aussi de son confinement, de cette période qui quand même quand on regarde, on se projette à l'avenir, peut être angoissant. On parle de crise sociale, de crise économique, donc de s'obliger à devenir acteur aujourd'hui, sachant qu'en plus, on a pour la rentrée, et je finirai là-dessus, on a travaillé pour l'attribution des places en crèche et on va ensuite reprogrammer, on va voir si on le fait à distance ou physique, une réunion de présentation de tous les modes d'accueil, de ce qui existe pour que les familles aient toutes les informations possibles pour pouvoir se projeter.
Merci Violaine. Justement, Laetitia, sur cette question de pouvoir se projeter quand on est parent, c'est parfois compliqué vis-à-vis du travail. Et en même temps, beaucoup ont trouvé peut-être une certaine productivité, un certain confort sur des temps bien définis. Ils ont trouvé certaines marques à domicile. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une demande justement des parents pour faire un peu plus de télétravail dans le futur? Bien sûr, pas un télétravail imposé et à temps plein, mais un télétravail beaucoup plus raisonné. Oui, absolument. C'est un peu un paradoxe, c'est que le télétravail de confinement était quand même dans des conditions un peu difficiles. On ne pouvait pas sortir, on avait les enfants à la maison. Enfin, il y avait plein de contraintes qui ont fait que ce n'était pas une partie de plaisir. Et pourtant, malgré ça, il y a une majorité des gens qui en ont fait l'expérience pour la première fois qui désirent être un peu plus en télétravail à l'avenir, pas forcément à 100%, parce que ce n'est pas 0 ou 1. Le télétravail, en général, c'est une journée, 2 journées par semaine, ça peut être un peu plus, et puis on a chacun un équilibre personnel. Et donc l'enjeu de demain, pour les entreprises comme pour les individus, c'est de trouver cet équilibre, cette hybridation entre des temps de travail qui se font au bureau ou à l'usine ou ailleurs, et de coordonner ces différents lieux et ces différents moments avec des équipes qui vont de plus en plus être dispersées. Et c'est un grand sujet de management aussi parce que ça veut dire apprendre à travailler avec des gens qui ne sont pas tous sur le même lieu. Ça veut dire apprendre à laisser plus de flexibilité et plus d'autonomie aux individus pour qu'ils puissent bien s'organiser. Et évidemment, si on a une famille, c'est plus compliqué. Il faut organiser son emploi du temps de manière à pouvoir tout conjuguer. Et c'est parfois très compliqué. Donc, si on n'a pas le soutien de son manager, de son employeur, ça peut être mission impossible. Donc, c'est uniquement avec avec une bonne entente et puis avec une organisation qui le permet, où on va dire, ça peut être des choses très simples, ça peut être des horaires décalés, ça peut être ça peut être plus de travail asynchrone, c'est-à-dire des choses qui se font en équipe, mais pas au même moment, pas tous connectés. Parce que si le télétravail, ça veut dire passer toute sa journée sur Zoom, en fait, on a très, très peu de maîtrise de son travail, de son emploi du temps, et ça peut être une aliénation presque pire, en fait, que d'aller au bureau. Les choses sont bien segmentées. En revanche, si vous dites, on a 3 jours pour faire ça et je l'organise un peu comme je veux, ça peut être quelque chose d'extraordinaire. Donc, en fait, le télétravail, il faut le penser avec une transformation du management, sinon, ça peut être très compliqué. Alors, on a une réaction d'un de nos spectateurs ou d'une de nos spectatrices au propos de Violaine sur le fait qu'effectivement, il y a beaucoup de ressources qui ont été proposées aux parents et parfois, certains sont un petit peu noyés dessus. Pascal, éventuellement, est-ce que vous auriez aussi un avis? Oui, c'était une petite remarque, c'est ce qu'on appelle en psychologie le FOMO, le Fear of Missing Out, c'est-à-dire la crainte de passer à côté de quelque chose. On en parle très souvent pour les adolescents parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, ils ont peur qu'il se passe quelque chose sans eux, mais finalement, en tant que parents, j'ai l'impression que beaucoup de parents ont eu ce sentiment aussi. Il y avait plein de ressources partout, il y avait l'éducation nationale, il y avait la télé, il y avait l'UMNI, il y avait… et donc, Violaine proposait une newsletter et je trouve que c'est une bonne idée, une newsletter, si… au lieu d'accentuer cette crainte de dire une ressource de plus, c'est plutôt se dire voilà une proposition à laquelle on peut se référer, dans laquelle il y a déjà des gens qui ont travaillé pour faire une première synthèse. Évidemment, ça n'empêche pas d'aller chercher des choses par ailleurs, mais ça peut permettre aussi de se recentrer. Je partage la petite expérience qu'on a pu avoir à la Lab School Paris, sachant qu'étant fermé, on avait assuré une continuité pédagogique. On avait fait un programme quotidien avec des activités, les activités scolaires, mais aussi des propositions d'activités pour les parents qu'on a partagées en ligne et on a eu aussi des retours de parents qui n'étaient pas à la Lab School qui disaient ça nous a aidés parce que ça nous donnait un programme avec des propositions d'activités en maths, en français, mais aussi en loisirs l'après-midi. Et donc, c'est se dire, voilà, je prends une ressource et j'essaye de ne pas perdre toute mon énergie et puis avec toute l'anxiété que ça peut causer de se demander si on n'est pas passé à côté d'autre chose. Donc, c'est vraiment se tranquilliser, c'est-à-dire que sur le nombre de ressources proposées, si on en choisit une et qu'on s'y tient, on a plus de chances finalement de répondre aux besoins de nos enfants, ce qui est quand même le but, que d'essayer de faire par soi-même tout le travail de synthèse que d'autres personnes font aussi, d'autres personnes dont c'est le métier en fait.
Oui, du coup, c'est effectivement une très très bonne remarque. Et en discutant avec Arnaud Gallet, qui je crois va aussi participer à une de vos webconférences, qui a Exactement. mis en place la plateforme de soutien aux parents, on se disait que cette plateforme pouvait être vecteur effectivement d'un certain nombre de ressources à diffuser aux parents. Et donc, effectivement, il y aurait un aspect un peu éditorial pour valider ou en tout cas proposer des contenus et effectivement pour éviter de se perdre dans toutes les informations. Moi, je suis beaucoup, par exemple, un site, Les Pros de la petite enfance, qui trie aussi, qui trie, en tout cas, qui vont sélectionner en fonction de l'actualité et des enjeux certains sujets. Et effectivement, ça permet d'aller plus vite et d'avoir des informations pas fiables, mais en tout cas qui sont portées. Voilà. Donc, c'est une très bonne, même pour la newsletter, ça donne des idées pour la suite, puisqu'on parlait d'innovation dans cette webconférence et que cette période permet aussi, innovant, il faut qu'on innove encore pour être plus performant encore. Violaine Trajan, justement, nous avons une question aussi vis-à-vis de l'accueil chez les assistantes maternelles ou l'accueil collectif en crèche. Comment va être gérée la demande de certains parents qui souhaitent faire accueillir leur enfant peut-être à temps partiel? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà commencé à travailler avant cette période de crise et comment vous projetez? Alors oui, effectivement, la ville de Paris développe depuis un moment ce qu'on appelle le multi-accueil. C'est effectivement de répondre aux demandes des parents, puisque le travail évolue, on n'a pas forcément un besoin de temps plein, donc de répondre aux demandes de temps partiel. Et c'est ça se fait très pratiquement, puisque par exemple, on va partager un berceau entre 2 ou 3 familles. Donc, pour l'équipe de l'établissement, c'est un peu plus de gestion en termes administratifs, mais on le pratique énormément. Et en fait, notre combat, enfin en tout cas en matière de communication à la mairie, on communique souvent pour dire aux familles, ne demandez pas 5 jours, parce que les familles pensent que si elles demandent moins, elles n'auront pas une place en crèche. Demandez des temps partiels, puisque nous, le plus difficile, en fait, c'est de faire correspondre un 2 jours et un 3 jours, ou 2 jours et demi, 2 jours et demi, de trouver 2 familles qui vont se compléter ou compléter un mode d'accueil. Donc là-dessus, on est effectivement, on le fait. Et puis à la mairie du 18e, on a mis en place la cotation, c'est-à-dire qu'on priorise, on cote les situations en fonction du travail, des revenus et des situations familiales et sociales. Et du sorte, avec tout ça, on arrive facilement à attribuer des places en crèche. Et ce qui est agréable, c'est de voir que les places attribuées sont la photo de la population qui habite autour de la crèche. Donc, il n'y a pas, on peut combattre plein d'idées reçues, que l'établissement petite enfance est réservé à telle catégorie de personnes. Il y a tout le monde en fonction des personnes qui habitent. Donc, les challenges qu'on doit relever, c'est de la communication, c'est toujours ça, faire savoir, lutter contre des idées reçues pour après bien travailler et attribuer au plus près les places et donner aussi l'information pour les modes d'accueil individuels, assistante maternelle et auxiliaire parentale. Merci. Nous avons peut-être une toute dernière question, Marlène. Oui, je pense que c'est une question qui va s'adresser un peu à vous toutes sur la question de est-ce que vous recommandez en fait de vraiment organiser de manière rigoureuse et précise la journée avec l'enfant, éventuellement, et si on a cette possibilité de partager avec son conjoint, ou est-ce que il faut garder quand même le temps de la souplesse, on saisit les instants. Qu'est-ce que vous recommandez plutôt, même si j'imagine que ça dépend des situations, plutôt essayer de cadrer, d'être très structuré ou essayer de garder une marge de souplesse?
Si je peux répondre, en tout cas de la petite expérience qu'on a pu avoir, on a mené une enquête aussi auprès des élèves pour avoir leur retour sur ce vécu du confinement, et après on a vu beaucoup de retours de parents. Ceux qui s'en sortent le mieux finalement, c'est ceux qui ont gardé un emploi du temps, ceux qui ont continué à se lever à peu près à 1 heure. Bon, après il y a eu des décalages, et donc il y avait un emploi du temps structuré pour les enfants qui étaient d'âge scolaire, un emploi du temps avec plutôt du travail le matin lorsque le cerveau est plutôt disponible aux apprentissages, et les après-midi des activités plus de loisirs. Et donc pareil pour les parents aussi, un emploi du temps qui reste, bien sûr avec une certaine souplesse, mais qui reste le plus structuré possible. Sinon on part dans tous les sens et c'est apparemment plus difficile à vivre. Oui, moi, sur le télétravail, je constate la même chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont, quand ils découvrent le télétravail pour la première fois, qui ont cette espèce d'euphorie de se dire, chouette, je vais passer la journée en pyjama et puis je vais pouvoir justement voilà, envoyer balader toutes les contraintes de la vie quotidienne. Et puis au bout de 2 mois ou 3 mois, ils sont dépressifs. Et puis ils se rendent compte qu'en fait, prendre une douche et puis structurer sa journée et puis bien s'habiller, on se sent prêt pour le travail. Et tous ces rituels, le fait de s'habiller par exemple, même s'il n'y a personne qui va voir quel pantalon vous avez, en fait, vous êtes dans un autre état d'esprit. Donc ça, c'est sur le côté des rituels, c'est important de les garder. Et c'était encore plus important quand on ne pouvait pas sortir parce que finalement, on avait besoin de ces moments pour structurer une journée qui sinon n'a plus aucune structure. Et puis sinon, par rapport à la garde des enfants, un minimum de structure est nécessaire pour organiser son travail, ne serait-ce que le partage, par exemple, du temps quand dans un foyer, on n'avait plus de solution, on n'avait plus de personne d'autre que les 2 personnes du foyer. Ben, si on dit le matin c'est pour moi, l'après-midi c'est pour toi, on est obligé de s'y tenir, sinon c'est impossible d'organiser son travail. Et après, à l'intérieur de cette structure, si on a moins de stress parce que tout est plus cadré, on peut mieux apprécier les moments. On peut justement ne pas se laisser complètement absorber par le stress. Super. Et peut-être Violaine, si vous souhaitez compléter de votre propre expérience aussi. Effectivement, organiser des temps séparés, c'est important. Alors après, j'ai de parents là, parce que je pensais pendant le confinement, moi j'habite au-dessus d'une petite impasse et je voyais plein d'enfants, des parents avec des tout petits qui venaient toujours à la même heure faire un petit tour de vélo, de trottinette ou juste marcher. Et en fait, je les entendais se raconter en fait leur organisation, et ce qu'ils disaient, c'est que quand il y avait des fratries, d'organiser un moment de calme pour chacun des fratries, de les séparer, après de réorganiser un petit temps de jeu collectif, et ensuite, effectivement, entre parents, un qui faisait le matin, l'après-midi, mais quand même, enfin, même avec toute une belle organisation, parfois il y avait des difficultés de fatigue en fait. Mais c'est vrai que l'organisation, d'avoir des rituels, c'est très important. Alors ça peut être, on parlait des livres tout à l'heure, lire une histoire à un moment temps calme, proposer un jeu soit tout seul, soit à 2 quand il y a une fratrie. Et ensuite, bien respecter les horaires des repas, des couchers, surtout du coucher, même si c'était un peu difficile à la fin du confinement, c'est du vécu. C'est vrai qu'on s'est tenu, on a été très rigoureux pendant un moment, enfin, en partageant avec des familles, et puis au bout d'un mois, il y a eu du relâchement. Et c'est là maintenant, j'ai eu une réunion avec les professionnels de petite enfance qui disaient qu'ils retrouvaient des bébés ou des tout petits. Certains n'avaient pas trop grossi, par exemple. Certains sont peu sortis, donc, ou d'autres ont beaucoup été sur les écrans. Donc, il y a des troubles, en tout cas, un travail, un accompagnement à voir de nouveau avec les familles pour retrouver un peu remettre les pendules à l'heure, enfin, se retrouver un rythme plus régulier. Merci à toutes pour ces réponses, pour ces interventions, pour vos nombreuses questions. On a essayé d'axer à la fois sur la question de la conciliation des temps professionnels et personnels du point de vue des entreprises. Et Laetitia, vous nous avez rappelé à quel point il était important que les entreprises se saisissent aussi de ce sujet, qu'il ne fallait pas rester seul, que ce n'était pas une question que chaque femme, on en a parlé au début, devait gérer seule dans son coin sur le mode superwoman qui doit tout faire, parce que ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner. Pascal
Pascal en rappelant qu'effectivement, il fallait aussi prendre soin de ses propres besoins psychologiques et personnels. Et effectivement, ça passe par le partage et la délégation. On pense aussi aux difficultés que ça a engendré pour les familles monoparentales. Je pense que Violaine, vous avez dû aussi avoir ces réponses. Et c'est là où les pouvoirs publics, notamment, et la société en général, doivent s'organiser pour aider particulièrement ces familles-là, quitte à ce que ce soit, comme vous l'avez rappelé, un temps ponctuel, c'est-à-dire qu'effectivement, une maman isolée en télétravail peut avoir plus facilement accès, puisqu'elle est priorisée, comme vous l'avez expliqué, peut aussi peut-être s'organiser avec son entourage, avec son voisinage, avec, comme Pascal l'a rappelé, peut-être aussi des grands-parents ou des amis qui restent avec l'enfant en téléconférence un petit peu pour lui lire une histoire, même à distance, ou pour écouter les chants des enfants en crèche, en étant accompagné. Donc, tous ces moyens en fait, de partager et de déléguer à d'autres personnes à charge de revanche éventuellement, puisqu'on mutualise maintenant nos compétences par rapport à tout ça. Je pense que ce qui est vraiment ressorti, et l'expérience de Maï à Gribouillis, c'est aussi celle-là, c'est que c'est en construisant de manière collective des solutions et des partages et des échanges de pratiques qu'on pourra vraiment intégrer cette nouvelle modalité du télétravail qui, comme Laetitia l'a rappelé, va se perpétuer et se répandre et réorganiser peut-être nos modes de vie par rapport à ça. Maï? Effectivement, l'enjeu, en tout cas de notre côté chez Gribouillis, ça a réellement été de pouvoir suivre finalement les parents dans tout leur questionnement, de bien identifier les ressources dont ils disposaient, vraiment de faciliter aussi ce travail, de ne pas les laisser isolés et de proposer un peu des solutions sur mesure. Et je pense que c'est un peu qu'essayent de faire tous les acteurs. C'est vrai, comme disait Pascal, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de choses qui se font aussi. Mais ce qui est important finalement, à notre sens, c'est vraiment de suivre le parent dans la continuité de son rôle et d'intégrer toutes les autres casquettes, donc éventuellement celles de collaborateurs, etc., pour surmonter les difficultés. Et peut-être, juste pour compléter, c'est vrai que les modes de garde se complètent. Il y a vraiment une diversité de modes de garde pour une diversité de situations. Ce qu'on recommande, nous, dans nos webinaires où on parle directement avec les parents sur le mode de garde, c'est vraiment de penser des fois court terme si on a une visibilité qu'à court terme et long terme si on a une visibilité à long terme et qu'on peut avoir de la stabilité. Et ça, c'est une vraie liberté. C'est vraiment libérateur parce que le parent se pose beaucoup moins de questions et il travaille vraiment directement avec les professionnels de la petite enfance pour établir finalement des solutions. Donc, de bien se projeter avec la visibilité qu'on a, c'est se rassurer aussi dans le moment T et pouvoir avancer et faire accompagner son enfant avec qualité. Peut-être que chacune de nos intervenantes pourrait nous faire un petit mot de conclusion et à emporter, à garder. Laetitia, peut-être pour reprendre. Oui, d'accord. Peut-être, moi, mon souhait ou mon vœu pieux, ce serait que voilà, les entreprises se tournent vers le ménagement et puis que ce soit, qu'on vive ça tous comme une opportunité, voilà, pas de s'installer dans la she session, mais d'aller vers plus d'égalité aussi entre les parents, entre les hommes et les femmes. Finalement, n'oublions pas qu'il y a quand même beaucoup de papas qui sont restés plus longtemps avec leurs enfants que jamais auparavant dans leur vie professionnelle. C'est un peu comme si on avait eu un congé paternité forcé. Et donc, à la prochaine pandémie, je l'espère, un webinaire de ce genre-là, il y aura au moins autant d'hommes que de femmes, autant de papas que de mamans qui se sentent concernés. Merci beaucoup Laetitia. Pascal? Oui, moi j'ai trouvé que c'était une période, oui, ménagement, c'est une très belle expression. J'ai trouvé que c'était une période qui a donné lieu aussi à d'incroyables manifestations de solidarité, des ressources qui ont été rendues gratuites, des mouvements de solidarité entre les personnes. Et j'espère bien qu'au-delà de cette période-là, on réussira à les conserver, à les amplifier et aussi à prendre la mesure des raisons pour lesquelles tout ça est arrivé. C'est quand même aussi lié à l'espèce de démesure de la société qu'on
on a créé, quand même, c'est nous qui l'avons faite, enfin nous et nos parents et nos grands-parents. Et donc, qu'on puisse prendre la mesure de tout ce qui s'est passé et prendre des mesures politiques fortes pour essayer de transformer la société pour que ça ne se reproduise pas ou que si ça se reproduise de manière différente. Bien, laissons la main pour finir à la représentante des politiques que vous êtes Oui. aujourd'hui, Violaine. Oui, effectivement, on a pu voir que grâce à une organisation autour de tout ce qui est dématérialisation des démarches administratives, on a pu dégager beaucoup de temps pour accorder plus de temps à des familles qui ont besoin de passer du temps avec les agents d'accueil, par exemple, ou les services d'accueil, pour aller plus vers du qualitatif. En séparant, en s'organisant grâce à cette situation, on a pu s'organiser en mairie pour répondre au mieux aux familles qui ont plus de questions et besoin d'accompagnement. Et après, effectivement, le fait de ce que vous avez dit, là, ce moment a révélé aussi beaucoup de solidarité, d'implication de personnes qui voulaient absolument s'engager, soutenir et aider, de profiter de ça et d'animer cette énergie, en tout cas de ne pas la perdre. Et moi, je voulais, par exemple, on a installé les conseils de parents de crèche dans l'arrondissement, de l'élargir en fait aux familles et de créer une institution, une instance qui soit l'instance des familles qui peuvent se rencontrer, suggérer des choses, critiquer, débattre. Ça pourrait être l'occasion de le formaliser prochainement, puisque effectivement, le fait de mettre en place des conférences pour les parents, d'action soutien aux parents, on n'a pas fini, il faut continuer parce qu'il y a un fort besoin. Et donc là, aujourd'hui, on sait à peu près où on va. Avec les acteurs, on les a recensés, de mettre tout ça en synergie et d'animer l'énergie dans le temps. Donc, on peut imaginer que la suite sera forcément beaucoup meilleure, avec une société plus structurée, plus consciente. Et donc, ça nourrit énormément d'espoir finalement. Je vous remercie énormément à toutes les trois d'avoir accepté notre invitation, d'avoir participé à ce webinaire avec tous ces bons conseils qui, je pense, vont rassurer et éclairer les parents, mais aussi les professionnels qui étaient là. Il y a des participants qui nous ont rejoints au fur et à mesure du webinaire, qui ont peut-être loupé certaines sessions. N'hésitez pas à retrouver ce webinaire sur YouTube dans les prochains jours. Merci beaucoup, Maï. J'en profite pour vous inviter, donc, puisque c'est une série de webinaires, Mathias l'a annoncé au début, organisé donc par hashtag le plus important. Le prochain aura lieu le 24 juin de 11h30 à 12h30. C'est un mercredi et le thème sera comment adapter la relation éducative à l'heure de la distanciation sociale, puisque ça va nous accompagner encore un certain temps, parce que les gens ont des masques, parce que pour les petits-enfants, c'est un peu compliqué. Donc, nous évoquerons ce sujet avec des spécialistes de la même manière. Merci à tous. Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube. À bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.